Sophie Baudy, tu es chargée de mission RH et déléguée syndicale régionale pour la région Centre-Val de Loire. André Thomas, tu es président du syndicat national des personnels et des établissements de l'AFPA, CFE-CGC. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes fin 2023 et nous terminons la première mandature de la nouvelle représentation des personnels voulue par les ordonnances Macron en 2018 et également la première mandature tenue par la CFE-CGC qui est devenue, après les élections de 2019, la première organisation syndicale représentative de l'AFPA. Alors pour rappel, la CFE-CGC n'était pas représentative avant et est devenue la première organisation syndicale représentative, ce qui est un phénomène assez rare dans les entreprises. Donc au bout de ces 4 ans de premier mandat, quel est le bilan que vous pouvez tirer ? Puis le bilan, il est relativement simple, il se définit en 3 points. Le premier, c'est que il n'y a jamais eu autant d'accords de signés sur cette période 2019-2023 que sur les 10 années précédentes. Le deuxième point, il est interne à la CFE-CGC, c'est que jamais le syndicat CFE-CGC ne s'est aussi bien porté. Et nous sommes passés de quelques dizaines d'adhérents en 2019 à plusieurs centaines aujourd'hui, proche même de 2000. Et le troisième constat, il est également simple, c'est qu'on a pu, à travers cette première expérience, parce que nous étions tous soit au service RH, dans la formation, au service commercial, dans le management, nous les responsables CFE-CGC, on a pu s'aguerrir et aujourd'hui avoir la certitude que les propositions que nous faisons sont les meilleures, les propositions les plus adéquates en tout cas, pour l'avenir de l'AFPA. Alors à propos des accords, un premier focus sur l'un d'entre eux qui avait été signé avant cette mandature, mais que la CFE-CGC a voulu rallier, c'est l'accord RATT, donc réduction et aménagement du temps de travail. Pour quelle raison ? Cet accord RATT, nous l'avons rallié pour la raison très simple, c'est que nous nous sommes rendus compte que certains salariés ne bénéficiaient pas de toute l'étendue de cet accord et nous avons voulu participer au suivi et donc au bilan de cet accord. Donc lorsque nous sommes arrivés, nous avons demandé à signer cet accord pour cette raison-là. Deuxième focus, la réforme des retraites est donc mise en application depuis quelques semaines. Elle concerne tous les salariés et bien entendu les salariés de l'AFPA. Et on peut le rapprocher aussi d'un autre accord extrêmement important qui concerne tous les salariés, tous nos collègues, et qui est, semble-t-il, très peu connu d'entre eux, c'est l'accord GEPP. Sophie, tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, l'accord GEPP, effectivement, les salariés y trouveront bon nombre de mesures tout au long, qui les concernent tout au long de leur vie au sein de l'AFPA, et notamment pour les personnes proches de l'âge de la retraite et dans la capacité de prendre leur retraite, une série de mesures favorables dont l'AFPA a été signataire aussi, la direction l'a signé, notamment sur le temps partiel aidé et la retraite progressive, qui existe déjà pour tout le monde, mais à l'AFPA, il y a des mesures favorables qui permettent aux futurs retraités de partir en étant moins au travail et un peu plus dans sa vie privée, et ce qui lui permet d'avoir une transition douce, et puis ce qui peut permettre à l'AFPA aussi de recruter la personne qui le remplacera à terme, le recruter pour l'accompagner et permettre ainsi une succession des talents. Parmi les accords, il y a chaque année les négociations annuelles obligatoires et parmi ces négociations, il y a les augmentations de salaire. Sujet particulièrement délicat à l'AFPA. La CFE-CGC a signé cet accord en 2021, mais ne l'a pas signé en 2022. C'est facile à comprendre. En 2021, nous relevions, nous, salariés de l'AFPA, de 12 ans de gel des salaires.
Donc depuis 2010, il n'y avait eu aucune augmentation lors de toutes ces années-là. Donc l'inflation à cette époque-là, enfin sur cette période, était située entre 0,2 et 1,2%. Là en 2021, l'inflation, pour rappel, était de 1,6%. Et l'accord qu'on nous a proposé était de 1,4% d'augmentation générale des salaires à compter du 1er janvier, sur l'année complète. C'est comme ça que ça se fait dans toutes les entreprises en France. Et donc en 2022, alors que nous étions la seule organisation syndicale à signer en 2021, sur des bases qui étaient un presque maintien du pouvoir d'achat, en 2022, à notre grande surprise, premièrement, la direction a proposé une augmentation, mais au mois de novembre, rétroactive uniquement au mois de novembre. Donc il y avait 10 mois qui passaient à la trappe, 10 mois de perte de pouvoir d'achat. En 2022, l'inflation était à peu près de 5,4%. Et cela correspondait à 0,8% d'augmentation de la masse salariale sur les mois de novembre et décembre. Donc, fort légitimement, après avoir consulté le bureau, on a décidé de ne pas signer. On ne voulait pas donner un quitus à Bercy en disant « nous, on signe, on est super contents, effectivement, de perdre 5% de pouvoir d'achat ». Les autres organisations syndicales ont signé, moi je n'ai jamais compris pourquoi, parce que c'était donner un signal à la tutelle, c'est-à-dire à Bercy et au ministère du Travail, qu'on pouvait nous faire signer un accord de perte de pouvoir d'achat, c'est comme ça que je le qualifie, pour l'ensemble des salariés. Il n'y avait aucune raison de le faire. Voilà. Alors justement, l'AFPA est un EPIC, donc un établissement public. Oui. André, tu es aujourd'hui secrétaire national à la CFE-CGC, notamment en charge des EPIC, alors que les autres EPIC de France ont reçu des augmentations de salaire significatives. Ça n'est pas le cas de l'AFPA. Est-ce qu'on peut dire que l'AFPA est finalement l'EPIC mal aimé de Bercy? On peut le dire. Je crois qu'il y a une donnée essentielle que les salariés doivent intégrer, c'est que nous sommes, l'AFPA, un établissement public, EPIC industriel et commercial, mais public. Alors, je donne des exemples, deux ou trois, d'autres EPIC que tout le monde connaît. Il y a le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, il y a l'ADEME, qui se charge d'études sur l'environnement, il y a la NCV, les chèques vacances, et aucun de ces EPIC-là, et des dizaines d'autres, comme tu l'évoques, Laurence, n'ont été assujettis aux mêmes conditions de détérioration de notre pouvoir d'achat. Ils ont tous eu, pour cette année 2023, en moyenne 3,5% d'augmentation au 1er janvier de l'année. Et je pense avec certitude que la direction générale ne fait pas assez pour reconnaître notre mission publique, manque de courage, manque de fermeté, effectivement, parce que la base de la mission de l'AFPA, c'est d'aider les publics les plus éloignés de l'emploi. On n'est pas Démos, on n'est pas Ségos, mais au train où on voit les choses, à force de rabâcher qu'il faut atteindre un équilibre économique, moi je constate que la direction se met en faute elle-même parce que c'est elle qui est responsable des orientations stratégiques avec l'État. Et dans ces conditions-là, avec 2000 CDD, près de 2000 contrats à durée déterminée aujourd'hui, avec un taux d'absentéisme qui est élevé, nous avons tous les signaux et encore d'autres pour prouver que l'AFPA est l'EPIC, l'établissement public le plus mal loti de l'ensemble des EPIC, ce contre quoi je me bats avec fierté pour donc redorer un petit peu le blason de l'AFPA. Alors revenons un instant sur les compétences des salariés qui sont mises en œuvre. L'AFPA permet la mobilité de ces compétences et affiche, par le biais de son outil AFPA Talent, affiche les offres d'emploi au sein même de sa structure. Par contre, on peut s'interroger parce qu'on observe que l'application patine énormément. Elle nous propose des offres qui sont toujours actives, mais qui datent de 2020-2021. On y voit aussi un nombre important de candidats qui a postulé, mais qui ne reçoit pas de réponse positive. Donc, Sophie, est-ce que cette application fonctionne correctement? Est-ce qu'elle est vraiment à jour? Est-ce qu'elle est efficiente? Alors cette application a permis effectivement d'avoir un outil efficient pour les services RH et les recrutements qui sont menés.
Par contre, aujourd'hui, on voit bien que ça manque de mise à jour, alors non pas par la faute des salariés RH, dans les services RH, qui je pense sont bien les victimes de cet outil, mais plutôt par, je ne sais pas, soit des bugs de l'installation, soit des manques de mise à jour réguliers, par lesquels, du coup, les offres, même quand elles disparaissent, réapparaissent. Donc effectivement, on comprend bien que les salariés dans les services RH ne peuvent pas passer leur temps à mettre à jour les offres sur un outil, sinon elles ne seraient plus là où on les attend, habituellement. Et ça, c'est plutôt en conseil aux salariés. Donc, effectivement, c'est un outil qui est normalement efficient. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements. Le problème, c'est que ça opaque les offres qui devraient être au contraire très visibles, très claires, et les mobilités qui pourraient se faire de manière beaucoup plus aisée. Comme normalement une grande entreprise comme la nôtre devrait pouvoir le permettre. Alors sur un plan plus politique et plus stratégique à présent, la CFE-CGC, par l'entremise de ses délégués syndicaux régionaux, a interpellé un certain nombre de députés au cours des 2 dernières années, un nombre assez important, vous allez nous le préciser. Ces interventions ont donné lieu à la rédaction d'un certain nombre d'amendements qui n'ont pas pu être présentés à l'Assemblée du fait de cette réforme des retraites qui est passée avec l'article 49.3. André, tu peux nous préciser à la fois quelles étaient ces démarches, leur objectif et quels en ont été les résultats? Alors, la démarche est partie d'un constat qui nous faisait prendre conscience qu'au bout de 2 ans de représentation syndicale, après 2019, la direction n'était pas le bon interlocuteur. De dire que tout va bien, et que demain, peut-être un jour, pourquoi pas, les choses iront mieux, ne suffisait plus du tout au constat que faisait la CFE-CGC. Et là, nous nous sommes dit que comme l'AFPA est un établissement public, le pouvoir législatif a le pouvoir d'inverser les choses, ou du moins de rétablir des corrections, que ce soit financières ou que ce soit juridiques. En clair, nous avons déposé 3 amendements l'année dernière, en 2022, plusieurs autres cette année en 2023, qui reprennent les mêmes thématiques et qui les étoffent encore plus, comme la résorption de la dette domaniale à hauteur de 170 millions d'euros et comme l'augmentation de ce qu'on appelle les missions nationales de service public. Ces 2 exemples. Sur ce dernier exemple, pour les salariés qui sont relativement récents à l'AFPA, nous avons à peu près à l'AFPA 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 110 millions d'euros de subventions de missions nationales de service public. Sauf que, tous les ans, on reçoit une subvention qui est comprise entre 100 et 200 millions d'euros afin d'éponger les dettes. L'Europe ne veut pas de ça. Et un jour arrivera que la France se pliera aux contraintes européennes et ne pourra pas les donner. Donc nous, notre idée, c'est de dire, plutôt que d'avoir 2000 CDD, plutôt que de faire des mesures comme prépa compétences, 16-18, qui sont aléatoires parce qu'elles ne sont pas structurellement inscrites dans la loi, on rassemble tout sous le couvert des MNSP et on les passe à 250 à 300 millions d'euros, ce qui permettrait d'avoir un socle, 1 financier, 2 RH, et de ce fait-là, avoir plus de visibilité et d'assurance pour l'avenir. Et ça, ce n'est pas la direction générale qui peut le faire, ce sont les parlementaires qui se sont saisis du dossier. Nous en avons rencontré 170, un petit peu plus maintenant, c'est le chiffre qui date du début d'année. Et quels que soient les bords politiques, en fait, ils ont été à notre écoute et ils ont déposé ces amendements. Et c'est, je pense, par là qu'il faut commencer, lorsqu'on est un syndicat mature et responsable, pour inverser la tendance. Alors, Pascale Dartois, la directrice générale de l'AFPA, a été auditée il y a quelques mois par la Commission des affaires sociales
Oui. au cours de laquelle elle a été interpellée justement par certains de ces députés que vous Oui. avez rencontrés. Oui. Les questions ont été plutôt pertinentes au cours de cette commission. Quelle analyse fais-tu, André, de l'audition de la directrice générale à la commission des affaires sociales? L'analyse, elle est un double constat ou un double tranchant. Oui, parmi ces députés, il y avait des députés du MoDem, des Républicains, de la NUPES. Tous ces députés nous ont entendus et compris surtout. Moi, je me rappelle du début de l'intervention avec un député de Lyon, de mémoire, c'est M. Vincendé, il y avait aussi Nicolas Turquois, qu'on voyait là sur la vidéo avec les plaquettes de la CFE-CGC. Il y avait Jérôme Gage aussi du PS. Donc vous voyez, c'est un panel de toutes les tendances confondues. Et ils ont posé des questions mais pertinentes. C'est un moment clé en fait de l'histoire de l'AFPA parce que grâce au travail de la CFE-CGC, la direction générale a été invitée à répondre aux questions des parlementaires. Et ça, c'est vraiment la CFE-CGC qui est à la base de tout. Alors certes, je me rappelle qu'à la fin de la commission, c'était la présidente de l'époque qui est devenue ministre, Fadila Khattabi, de Renaissance, remercie la directrice générale, Pascal Dartois, d'avoir redressé l'AFPA. Bon, on est dans un monde politique, peut-être qu'elle disait ça voilà, pour enterrer l'affaire, mais non, l'AFPA n'a pas été redressée. On est sur des pertes tous les ans. Et c'est dans ce combat politique-là, les partis, ça ne nous intéresse pas, nous sommes un syndicat politique. Mais on sait que dans tous les partis, il y a des personnes qui peuvent nous écouter et qui peuvent porter notre voix. Et si un jour on peut avoir au sein de l'Assemblée nationale un vote sur l'AFPA, la CFE-CGC pourra dire, et les salariés en sont témoins depuis des années, que ça viendra de la CFE-CGC, car jusqu'alors, il n'y en a jamais eu. Et je suis persuadé, Laurence, qu'on y arrivera. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais notre détermination est sans faille. Bien, tournons-nous maintenant vers l'avenir. Quelles sont les ambitions de la CFE-CGC pour l'AFPA de demain? Alors, pour l'AFPA de demain, c'est simple. Aujourd'hui, l'agence AFPA, qui est une entreprise publique, je le rappelle, a besoin de consolider ses bases. Et les bases entre une direction, une tutelle et ses salariés doivent se baser sur la confiance. Et on n'a pas le droit de mentir aux salariés en disant que bon, le taux d'absentéisme est plus élevé que la moyenne et tout va bien, que peut-être, ce sont des propos que je rappelle, que dans quelques années, parce que ça a été dit déjà pour 2021, pour 2023, et il y a toujours des excuses qui sont prononcées. Alors, la seule excuse qui n'a pas été prononcée, c'est la guerre en Ukraine. On n'a pas le droit d'enchaîner les salariés dans des certitudes qui n'en sont pas. Donc nous, notre projet, on en fait beaucoup. On a proposé de prévoir un grand plan national sur la rénovation de bâtiments, de notre parc immobilier, qui est vieux des années 50-60, qui n'a pas été rénové. On a proposé aussi, d'un point de vue social, d'expérimenter la semaine des 4 jours. Il y a beaucoup d'entreprises qui le mettent en pratique aujourd'hui, même des pays comme la Belgique et l'Islande. On a proposé aussi d'augmenter le socle des missions nationales de services publics et puis de nous orienter sur un grand plan de mission nationale de services écologiques. Il y a une transition écologique qui est portée par l'État tous les jours, il n'y a pas un seul jour, une semaine sans qu'on parle de ça. Et je crois que la place de l'AFPA, comme elle avait été après-guerre pour reconstruire le pays des désastres provoqués par les hommes, aujourd'hui on doit anticiper tout éventuel désastre pour préparer le pays à un avenir meilleur. Et je ne vois pas où peut se situer une autre place que l'AFPA. Celui qui rêve et qui croit que l'AFPA sera concurrentielle, va vaincre des marchés, mais on se bat, nous, tous les jours, nous, les formateurs, les commerciaux, les ingénieurs, les assistants de l'AFPA, pour réussir ce pari-là. On n'a pas besoin qu'on nous mette de la pression en nous disant hey, top là, si l'AFPA est à l'équilibre dans 4 ans, peut-être que vous aurez une augmentation de salaire, parce que c'est quand même le discours qui est
qui est prononcée. Et c'est extrêmement grave. Il y a une forme de schizophrénie ambiante du pouvoir qui est complètement délétère et qui provoque de la misère, de la souffrance. Et donc, nous, notre projet, ça se base sur des propositions de mission nationale de services écologiques, de grands plans au niveau de la rénovation de nos bâtiments, d'augmentation de nos MNSP et d'autres propositions encore, comme la généralisation des préparatoires, on en revoit, ou des préqualifications, il y en a eu avant. Et aujourd'hui, on a un public effectivement qui est beaucoup plus difficile, parce que c'est surtout difficile pour lui, et aussi donc de fait difficile pour nos formateurs, très éloignés de l'emploi. Et donc on a besoin de créer des sas, effectivement, de décompression sociale, et d'arriver sur le chemin de la voie professionnelle, parce que tous nos formateurs, et je termine là-dessus, ont été recrutés, pas pour faire du social, ils ont été recrutés pour transmettre du savoir-faire. C'est ça la marque de l'AFPA. C'est d'embaucher quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, qui a été chef d'entreprise, directeur d'Intermarché, qui a travaillé chez Veolia ou qui a été artisan et qui transmet son savoir. Et c'est ce savoir-là, effectivement, qu'il faut valoriser. Excusez-moi d'être emporté, non pas dans mes croyances, mais surtout dans mes convictions, parce que j'ai 20 ans d'AFPA et aujourd'hui, au niveau de responsabilités qui sont les miennes, qui sont portées par l'ensemble du syndicat et de ces centaines d'adhérents, je crois qu'il est vraiment temps de se retrousser les manches pour donc incarner de plus en plus nombreux la possibilité d'avoir encore une chance pour l'avenir de l'AFPA. Remettre l'humain au cœur du système, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Remettre l'humain, on travaille avec l'humain, on gère l'AFPA d'une manière plus humaine. Ça nous semble un petit peu plus cohérent avec le sens que l'on veut porter à notre ambition. Alors avec toutes ces idées, et toutes ces belles idées même, je dirais, André, est-ce que tu peux nous dire quel est le poste à responsabilité que la direction générale t'a proposé, étant donné que ces dernières semaines, au moins 2 responsables syndicaux nationaux ont été promus à des postes à responsabilité, ce qu'ils n'avaient pas avant d'être en poste syndical. Alors toi, qu'est-ce qu'on t'a proposé ? Alors, en fait, on ne me proposera jamais rien, parce que je suis chargé de clientèle. Et déjà du temps où, Laurence, j'étais chargé de clientèle, j'aurais pu être RA. Alors dit comme ça, on me dit, ouais, est-ce qu'ils se vendent ? Non. Si une organisation ne me plaît pas, ou si les rapports humains au sein de cette organisation, qu'ils soient avec un directeur régional ou quiconque que ce soit, ne me plaisent pas, en fait, je dis non. Je dis non, donc on ne me proposera jamais rien. Après mon mandat, je reviendrai, et ça, mes collègues le savent, chargé de clientèle. Je suis fier de ce métier-là, comme si j'avais été formateur, j'en étais fier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de servir l'AFPA, servir la CFE-CGC, et être intègre, honnête, et avancer.